Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres au sommaire de cette édition. En Éthiopie, à Addis Abeba, s'est tenu sur 2 jours le 32e sommet de l'Union africaine. Ce lundi 11 février 2019, le président de la République, Alassane Ouattara, y a présenté son rapport sur l'agenda 2063. Le point complet de son intervention vous sera proposé dans ce journal. Et la lutte contre la pauvreté est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Et dans ce cadre, 16 personnes ont bénéficié de chèques symboliques, des chèques au titre des secours sociaux de l'année 2018, qui ont été remis à la suite d'enquêtes sociales par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Et puis au Nigeria, les prochaines échéances électorales attirent la jeunesse. 1500 jeunes sont à l'assaut des prochaines élections générales. Ils ont entre 25 et 30 ans et veulent être députés ou présidents pour représenter leur collectivité. C'est là un engagement surprenant de la jeunesse nigériane que nous développerons au cours de cette édition. Bienvenue dans ce 23h. Le 32e sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier à Addis Abeba, en Éthiopie, et ce lundi 11 février 2019, deuxième jour de la rencontre, était consacré à la présentation des rapports des leaders sur des projets structurants du continent. À cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, y a présenté son rapport sur l'agenda 2033. Awa Touré, notre envoyé spécial sur ce sommet, nous en fait le compte-rendu. Le président de la République, Alassane Ouattara, champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, a présenté son premier rapport à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce rapport d'étape fait d'abord le point sur les progrès réalisés depuis son adoption. Il est encourageant d'observer que 40 des 55 États membres de l'Union ont intégré l'agenda 2063 dans leur document de planification nationale. En ce qui concerne le suivi opérationnel, un cadre harmonisé de suivi et d'évaluation des agendas 2063 et 2030 a été adopté par la Commission de l'Union africaine et les Nations unies. Par ailleurs, 14 projets phares ont été identifiés, dont la mise en œuvre devrait permettre d'une part de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'autre part de promouvoir le commerce et les investissements transfrontaliers. Dans ce cadre, plusieurs chefs d'État ont été désignés champions pour accompagner la réalisation de certains de ces projets, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, le protocole établissant la libre circulation des personnes et le passeport africain et le réseau électronique panafricain. En matière de progrès économique et social, l'Afrique a enregistré des performances remarquables au cours de la dernière décennie, avec une croissance économique moyenne de 4,5% par an. Parallèlement, le PIB par habitant s'est accru de 1,6% sur la période. L'agenda 2063 étant un cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable pour l'Afrique sur une période de 50 ans, est confronté à de nombreux défis. D'abord, l'appropriation nationale, dont le niveau, je dois avouer, n'est pas encore suffisant. En deuxième lieu, le faible niveau de coordination entre les acteurs, notamment les commissions économiques régionales, la Commission de l'Union africaine et les autres organes. Troisièmement, la faiblesse des capacités des acteurs dans la plupart des États membres, notamment en matière de statistiques, de planification et de suivi-évaluation. Instrument stratégique pour le développement du continent, l'agenda 2063 de l'Union africaine offre de nouvelles perspectives. Le renforcement de la synergie d'action entre champions à travers le partage d'expériences, le renforcement de la coordination des acteurs clés, Commission de l'Union africaine, NEPAD, CEA, BAD, PNUD, équipe du champion, impliqués tous dans la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063. L'accélération de l'appropriation de l'agenda 2063 par les États membres,
ainsi que son institutionnalisation et son intégration dans les législations et dans les plans nationaux de développement. Plusieurs rapports pays ont été présentés au cours de cette session, notamment le rapport sur la zone de libre-échange, le marché unique pour le transport aérien, la lutte contre la corruption. Et en marge de ce sommet, Alassane Ouattara s'est entretenu hier dimanche 10 février avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Une autre audience accordée, celle au nouveau président de Madagascar, Andry Rajoelina. Respectivement, ont été abordées la situation des réfugiés en Afrique et la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Des audiences qui nous sont rapportées par Awa Touré. Le nouveau président de Madagascar, Andry Rajoelina, au 32e sommet de l'Union africaine pour sa première sortie internationale. En marge de cette rencontre de haut niveau, il a échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur des questions liées au développement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Oui, déjà pour remercier son Excellence, Monsieur le Président, d'avoir dépêché en fait des envoyés spéciaux pour l'investiture qui s'est déroulée à Antananarive. Et également, lors de notre rencontre, je me souviens très bien, en 2012, aux Nations Unies, son Excellence, Monsieur le Président, m'a bien conseillé sur les démarches à suivre. Et je suis venu ici pour le remercier personnellement et également pour renforcer aussi les liens et la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar même. Comme la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de cacao, et puis je me suis dit, il faut échanger le savoir-faire et augmenter aussi la capacité de production de cacao à Madagascar. L'Union africaine ayant déclaré 2019 année des réfugiés, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est venu présenter au chef de l'État la situation des réfugiés et apatrides en Afrique. Nous avons bien sûr fait référence à la situation en Côte d'Ivoire, qui a été un pays exemplaire du point de vue de la création de conditions pour que les réfugiés puissent rentrer. Il y en a presque tous sont rentrés. Il y a un petit nombre qui reste dans les pays voisins. On va trouver des solutions pour ces personnes également, mais aussi dans le traitement des déplacés internes et de l'apatridie. La Côte d'Ivoire a vraiment été un exemple en Afrique et je tenais à voir le président. Pour la deuxième fois, on s'est vu ici il y a quelques années pour le remercier. Notons que 90% des 300 000 réfugiés ivoiriens sont déjà rentrés, selon la direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères. Revenons en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 16 personnes ont bénéficié de chèques symboliques au titre des secours sociaux de l'année 2018. Octroyés par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ces chèques représentent une assistance régulière sous forme d'aide médicale, scolaire, alimentaire ou en termes d'appui au financement d'activités génératrices de revenus à impact rapide. Nous vous proposons dans cet élément un retour sur la cérémonie de remise de chèques avec Jean-Marc Djadji et Walter Amadou. Ils sont symboliquement au nombre de 16 bénéficiaires à avoir reçu des chèques au titre des secours sociaux pour l'année 2018 de la part du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Les secours sociaux, institués par décret numéro 67-524 du 28 novembre 1967, portant réglementation de l'octroi des secours, sont des allocations attribuées à des personnes vulnérables. Allocations octroyées sous forme d'aide médicale, scolaire et génératrice de revenus. L'année 2019, décrétée par le gouvernement année du social, voudrait dire que l'État a pleine conscience des difficultés que les populations rencontrent et tient à renforcer l'appui et le soutien de la nation tout entière. Ainsi, des actions à l'image des secours sociaux constituent-elles des réponses concrètes à cet élan. Au cours de l'année 2018, 100 millions de francs CFA distribués à 366 personnes, parmi lesquelles ces 16 récipiendaires. Je remercie sincèrement Simon, d'abord au chef de l'État, ensuite au gouvernement,
au ministre de la Protection sociale, aussi chargé de l'emploi, et aux autres autorités de ce ministère pour l'aide de laquelle nous avons bénéficié, qui est la preuve de la bonne volonté du gouvernement d'œuvrer au bien-être des personnes, des cas sociaux. Les secours sociaux sont octroyés à l'issue d'une analyse de dossier par une commission des secours regroupant différents ministères, dont le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Parlons à présent de solutions technologiques. Un projet de reconnaissance faciale et de paiement est en développement au VITIB de Grand-Bassam. Afin d'évaluer l'évolution des travaux d'implémentation de ce projet, une délégation de la société japonaise NEC était en Côte d'Ivoire du 6 au 8 février dernier. Accompagnée de leurs partenaires locaux, la délégation japonaise a constaté la mise en œuvre de cette nouvelle solution. Jean-Luc Bangbo. Contrôler l'accès au bâtiment à travers la reconnaissance faciale ou effectuer des paiements sans contact grâce à la technologie NFC. Des solutions dont les Ivoiriens devront se familiariser dans les prochains mois. Grâce à un partenariat entre un groupe japonais spécialisé dans les technologies de pointe et une entreprise ivoirienne. Lieu d'implémentation de ce projet, le VITIB à Grand-Bassam. Il y a 2 sites qui ont été où justement cette technologie a été installée. Et ces 2 sites sont fonctionnels, donc on est très heureux de ce résultat. Nous en avons profité pour leur montrer nos nouvelles installations. Ce bâtiment symbolise un peu la qualité minimum requise pour les infrastructures attendues dans notre parc technologique. Et nous espérons que la technologie que NEC et son partenaire VIPNet ont développée pourra aussi être installée dans ce nouveau bâtiment-là. En charge de la mise en œuvre de ce projet, l'entreprise ivoirienne VIPNet. La visite que ses responsables ont effectuée au VITIB avec le partenaire japonais a permis d'évaluer l'évolution de ce projet. On est ensemble ici dans le cadre d'un partenariat qu'on a initié il y a 3 ans et justement à notre initiative de vouloir déployer ces technologies-là sur la Côte d'Ivoire. Le VITIB sera la première plateforme qui sera équipée de cette technologie. Nous sommes en pilote sur d'autres clients que je ne peux pas citer, mais qui sont des clients assez, je l'ai dit, importants et qui ont adhéré aussi à cette technologie. Entre visite des sites pilotes et évaluation de la mise en œuvre du projet, les partenaires japonais et ivoiriens ont pu approfondir le lien en vue d'un développement optimal de ces solutions innovantes. Intéressons-nous à présent au programme Émergence en faveur des jeunes et des femmes. Dans le secteur agricole, l'initiative devrait améliorer la compétitivité dans les filières agricoles ivoiriennes à travers la formation, l'encadrement, le financement des activités des acteurs de ce secteur. Lanciné Bakayoko nous en dit davantage. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao et de noix de cajou, ne dispose pas d'un nombre suffisant d'organismes qualifiés de formation au métier de l'agriculture. Ce programme baptisé Émergence a été mis en place pour trouver des pistes de solutions à ce problème. Nous allons déjà travailler à sillonner l'ensemble des villes de la Côte d'Ivoire. Nous avons 121 villes à sillonner durant une année où l'ensemble des populations auront à suivre des formations en culture, élevage et transformation des produits agricoles. Ces formations seront dispensées également avec des diplômes de fin de formation et aussi, après la formation, ils devront avoir financé des activités. Cette formation devrait déboucher sur la professionnalisation du secteur. Il s'agit de façon spécifique d'assurer l'encadrement des jeunes et d'accélérer la modernisation de l'activité agricole. On a même pris des dispositions pour que les jeunes artisans, comme je l'appelle les jeunes artisans, puissent être encadrés et être reconnus dans leur statut qu'on appelle l'auto-entrepreneur, donc l'entrepreneur en Côte d'Ivoire. Selon l'invité des jeunes opérateurs agricoles, Anzoumana Moutaye, l'agriculture ivoirienne a encore de belles années devant elle, d'autant qu'elle constitue un gisement d'emploi. Mais il va falloir que l'État y consacre des moyens conséquents, règle la problématique de l'accès au financement et apporte des innovations. On ne peut plus faire certains métiers comme on le faisait il y a 50 ans, il faut de l'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation dans le secteur de l'agriculture dans nos pays, c'est la maîtrise de l'eau, c'est la maîtrise de certaines technologies. Plus de 2000 jeunes ont reçu des bons de formation d'une valeur de 60 millions de francs CFA. La CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, compte au titre de ses assurés 20 000 personnes victimes d'accidents de travail.
Aujourd'hui réunis au sein d'une fédération, ces accidentés sont de retour à la terre et c'est pour eux une renaissance professionnelle. Suivant leur histoire dans ce dossier spécial agriculture de Gena Toubé. À 6 km d'Ara, dans la région du Moronou, le village d'Assikro, que l'on trouve avant Bonanoué, porte d'entrée dans la région de Lamé. Assikro, bien connu des automobilistes et des usagers de l'axe Kotobi-Bonanoué, pour son marché de vivriers toujours bien fourni en produits, accueille une forte délégation de la Fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès, Fiat 3MP. Dans ce village, la Fiat 3MP exploite une parcelle de 13 hectares, dont la totalité est consacrée à la culture de la banane plantée de contre-saison. Nous avons pu, à travers le canal de la Nader, permettre à la fédération d'avoir des variétés telles que les cornes et quelques fraîches, voilà, qui ont été mises en place. Et donc, c'est des variétés dont le rendement varie entre 15 et 30 tonnes à l'hectare. Nous avons commencé à Nguinou, où nous avons fait de la tomate. C'est la suite prépondérante des projets de réinsertion socio-professionnelle des accidentés du travail. Après Nguinou, nous sommes allés à Agboville, où nous avons fait 6 hectares de manioc et 1 hectare de bananes. Régulièrement, les membres de cette fédération y viennent pour contrôler et suivre le travail. Dans cette plantation que les responsables de la CNPS, invités aussi à Assikro, découvrent pour la première fois, les premiers rejets de bananes y ont été plantés à la mi-mars de cette année. Et pour ce qui est vu, en termes d'évolution de cette plantation, les responsables de la Fiat M3P et de la CNPS ne cachent pas leur fierté. Le projet est apprécié de tous face à la forte demande en bananes plantées à laquelle la région doit faire face. Vraiment, on fait commettre des bananes. Il y a longtemps, on est dedans. On va loin pour aller payer. Comme ils ont fait aussi tout près ici, si ils nous arrangent, on va venir payer. Le travail qu'ils sont venus faire, moi, ça me plaît. Parce qu'au fait, ça nous donne le courage de travailler. Parce que quand c'est comme ça, ils coupent aussi pour venir vendre. Quand nous aussi, on voit l'argent qu'ils vont prendre là. Vraiment, ça nous arrange. Donc, ça nous permet de travailler aussi. Donc, c'est une très bonne chose qu'ils sont venus faire pour nous. Dans leur champ, les membres de la Fédération des accidentés de travail ont reçu, lors d'une visite, les encouragements et le soutien des autorités administratives d'Ara, représentées par le sous-préfet. Yao Kofi Michel a gardé un souvenir de sa visite en plantant un rejet de bananes. Quand on ne travaille plus, les revenus, ça me nuise. J'ai qu'au niveau de la CNPS, les rentes qu'on vous donne, bon, ça ne peut pas suffire. Et là, le courage que vous avez, déjà initié ces projets, c'est vraiment un exemple à suivre. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui est la CNPS, a dans ses tests la réinsertion socio-professionnelle. Les accidentés que nous nous sommes mis ensemble pour montrer la voie à notre institution, la CNPS, pour lui dire que nous sommes des accidentés, nous voulons être réinsérés de façon sociale. Et c'est ce projet que nous avons entamé pour montrer à l'institution que nous sommes organisés et qu'elle vienne nous aider pour qu'on puisse multiplier ce genre de projets dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Puisque à la CNPS, nous sommes près de 20 000 accidentés de travail. Ce n'était pas une sinécure pour la Fiat M3P d'obtenir 13 hectares de terres cultivables dans une région où la pression foncière est très forte du fait de l'inclination des populations à l'agriculture et la fertilité des sols. Honneur à cet homme, Alou Klabé, grand planteur et propriétaire terrien à Ara, qui, sans condition, a légué une partie de son patrimoine foncier pour soutenir le projet de relèvement économique des membres de la Fédération des accidentés de travail. Nous avions aujourd'hui 13 hectares de bananes plantées ici. Aujourd'hui, c'est l'un de nos régimes que nous avions coupé. Je pense bien que d'ici 3 mois, nous allons commencer la récolte. Il y a encore 10 hectares à côté. Ceux-là, après avoir fini ça, ils commencent là. Pour partir, tout c'est pour eux. Ça va, j'ai plus que 100 hectares ici.
Tout est pour moi. Je n'ai pas de frontières avec limite. La plantation d'acicro de la Fiat M3P devrait entrer en production dès le mois de juin 2019. Elle va renforcer l'offre de bananes plantées dans la région d'Ara, grosse productrice de vivriers. C'est un symbole de défi, mais encore l'illustration de la volonté des accidentés de travail et malades professionnels de valoriser le travail de la terre comme moyen de relèvement économique. Une autre valeur mise en avant, celle de la lecture. La 11e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, se tiendra du 15 au 19 mai prochain. Pour cette édition, dont le thème retenu est le livre Mon compagnon au quotidien, la France est le pays invité d'honneur et Véronique Tadjo en sera l'écrivain d'honneur. Le résumé de ce lancement, du lancement de cette 11e édition du livre, est proposé ici ce soir par Issa Yeo. Abidjan, capitale du livre au mois de mai prochain. Le 11e SILA, Salon international du livre d'Abidjan, verra la participation de la France en tant que pays invité d'honneur. Nous avons porté notre choix sur la France cette année pour le riche patrimoine culturel de ce pays, mais aussi pour sa diversité. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous que nous fait le SILA d'être le pays hôte pour cette 11e édition. On a accepté avec grande joie d'être le parrain, l'invité d'honneur de cette édition. Aussi parce que pour le président Macron, le livre, c'est le meilleur vecteur de la langue française. Organisé par l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI, le SILA est une opportunité pour l'ensemble de la population de se procurer un livre. D'où le thème, le livre, Mon compagnon au quotidien. Le livre Mon compagnon, c'est aussi exhorter tout le monde à la lecture, tout le monde à avoir un livre au chevet de son lit, dans son véhicule, dans son cartable, dans son téléphone portable. Le secteur du livre en Côte d'Ivoire est dynamique, reconnaît le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie. Il assure les organisateurs du soutien du ministre Maurice Kwaku Pandama. Le ministère de la Culture est toujours heureux de s'associer à cet événement parce qu'il compte au nombre des activités qui permettent au livre de se tenir debout dans notre pays. Car il faut savoir que l'industrie de Côte d'Ivoire est l'une des plus dynamiques de la sous-région, même de l'Afrique au sud du Sahara. Et ce salon est le signe que le dynamisme de nos porteurs du livre est salué. L'année dernière, lors de la 10e édition, le salon a enregistré 150 000 participants. Cette année, pour cette 11e édition prévue du 15 au 19 mai prochain, les organisateurs entendent aller au-delà de ce chiffre. Une soixantaine d'exposants sont également attendus. Un autre événement, le Popo Carnaval de Beaunois, la 39e édition, a été lancé jeudi dernier à la Bibliothèque nationale au Plateau. L'édition 2019 mettra un accent sur la cohésion sociale à travers ce thème, valeurs culturelles et traditionnelles pour une cohésion sociétale durable. Un avant-goût de ce carnaval de Beaunois dans ce reportage. Sont des tam-tams et des pas de danse pour valoriser la culture abourée. Nous sommes au cœur du plateau, précisément à la Bibliothèque nationale, au lancement de la 39e édition du Popo Carnaval de Beaunois, localité située à 50 km d'Abidjan, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Pour cette édition, de nombreuses innovations sont annoncées. Il faut dire qu'il y aura d'abord une journée dédiée à la classe d'âge, ensuite il y aura une journée de la diaspora. Ensuite, il y aura aussi le Popo Théâtre. Nous allons mettre en place une troupe théâtrale qui va porter le nom de notre artiste, Adé Daniel. Et il y aura aussi le Popo du Riz. Festival annuel, le Popo Carnaval célèbre la culture abourée dans toute sa diversité et prône l'union entre les différents peuples vivant à Beaunois. Cette année, un accent particulier est mis sur la cohésion sociale dans la cité de l'Anana. Oui, Beaunois est situé à un endroit qui est un carrefour. C'est un passage inévitable pour toutes les personnes qui veulent se rendre au-delà de Beaunois, c'est-à-dire à Boisseau et autres. Donc, Beaunois se doit d'avoir tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir accueillir un tant soit peu les personnes qui désirent s'y arrêter. Le Sud Comoé, c'est au kilomètre carré
chaque fois vous avez un roi. Pouvoir rassembler tous les rois dans un seul royaume, c'est pas évident. Mais une fête de génération, comme le Popo Carnaval, qui sort effectivement de fête des ignames, est une chose essentielle pour nous. Il y a du contenu et nous partageons cela avec tous les Ivoiriens. C'est un événement de rassemblement et j'estime qu'il était important que j'apporte ma modeste contribution à mon niveau pour la réussite de cet événement dont la réputation a aujourd'hui dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Le Popo Carnaval 2019 est prévu du 22 avril au 5 mai à Bonois. Pour cette édition, nos organisateurs attendent 1 million de visiteurs. Un compte-rendu du lancement du Popo Carnaval présenté par Issa Yeo. Et une nouvelle moins reluisante à présent, Zachary Noël, l'artiste musicien-chanteur, s'est éteint hier, dimanche 10 février. Il faisait partie des valeurs sûres de la musique ivoirienne qui se sont illustrées durant les années 70 et 80. Il y a tout juste un an, en 2018, l'artiste était décoré pour l'ensemble de sa carrière. Serge Coléa revient sur la vie de l'homme. Il était considéré comme l'une des plus belles voix de l'histoire de la musique ivoirienne. Zachary Noël a bercé des générations entières de mélomanes ivoiriens et africains dans les années 70 à 80. L'auteur du tube à succès Super Yohou s'est révélé au grand public grâce au concours organisé par la Loterie nationale. Sa chanson, du même nom, a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Né le 14 janvier 1947 à Mandouda-Gayo dans le département de Gagnoa, Zachary a connu une carrière jalonnée de succès et de périodes creuses. Frappé d'un AVC en 2014, l'artiste était malade depuis 5 ans. Il est décédé au petit matin du dimanche 10 février. Zachary Noël a été fait officier du mérite national par la grande chancelière de Côte d'Ivoire le 9 août 2018. Il faisait également partie des gloires de la musique ivoirienne qui bénéficient de la pension mensuelle de 300 000 francs CFA du chef de l'État. Il laisse derrière lui une épouse qui l'aura soutenu jusqu'au bout. L'actualité hors de nos frontières au Nigeria, la classe politique vivra peut-être un grand rajeunissement et pour cause, 1500 jeunes se lancent dans la course des campagnes électorales. Âgés de 25 à 30 ans, ils veulent être députés ou présidents, une ambition impulsée par une loi votée en mai 2018 et qui a revu à la baisse l'âge des candidats aux élections générales. Selon cette loi, il faut désormais avoir minimum 35 ans pour être candidat à la présidentielle au lieu de 40, 30 ans pour les aspirants au gouverneur et 25 ans pour la Chambre des représentants et les assemblées locales. Et l'actualité en bref nous emmène au Sénégal où l'actualité a été marquée aujourd'hui par le retard de la distribution des cartes d'électeurs. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika est candidat à sa propre succession et des manifestants ont marché à Madrid contre Pedro Sanchez. L'actu en bref présentée par Wojan Telesoro et Alexis Ouedraogo. À 13 jours du scrutin présidentiel, plus de 250 000 Sénégalais n'ont pas encore leur carte d'identité biométrique. Selon le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, ce retard serait lié au dysfonctionnement de la distribution précipitée des dits documents. Le ministère de l'Intérieur lui indique que le retrait des pièces se fait de manière transparente et court jusqu'à la veille du 24 février, jour de vote. Abdelaziz Bouteflika, candidat à sa propre succession. Comme en 2014, il ne compte pas intervenir durant la campagne électorale. S'il est réélu, il envisage axer son mandat sur l'économie et la jeunesse. Âgé de 81 ans, Abdelaziz Bouteflika reconnaît une diminution physique qui n'entrave pas sa volonté de servir son pays.
Des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de la droite, s'opposant à la démarche de Pedro Sanchez, chef du gouvernement. Les manifestants rassemblés sur la place Colón ont signifié leur désapprobation à l'ouverture du dialogue aux indépendantistes catalans. Le procès de 12 anciens dirigeants indépendantistes inculpés pour une tentative de sécession de la Catalogne devrait se tenir cette semaine. Et c'est la fin de ce 23h. Retrouvez l'intégralité de cette édition en replay sur les www.rti.ci. Passez une excellente soirée sur RTI 1.